amis internautes de Seguima Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Comme tous les lundis, vous attendez certainement votre émission Les Chroniques de Yacine. Mais depuis quelque temps, nous traversons une période d'intenses activités littéraires au Sénégal. Pour coller à l'actualité, nous vous présentons aujourd'hui une émission spéciale, épilogue d'un festival, le Philippe, 4e édition. C'est aussi l'occasion de lancer très opportunément votre nouvelle émission intitulée Écho littéraire panafricain, axée sur les événements littéraires qui intéressent les Africains au premier plan. Au Philippe, Festival international de littérature de Dakar, tout a commencé par une conférence de presse, à l'occasion de laquelle le promoteur de l'événement, à savoir M. Abdoulaye Fodé Ndione, directeur de Abyss Édition et président de l'Association des écrivains du Sénégal, AES, a présenté les grandes lignes de ce forum littéraire. Une équipe dynamique formée entre autres de Mamadou Kaster Camara, que vous connaissez tous, Pape Michel Mendy, qui est très actif dans le domaine des activités littéraires, et les journalistes culturels Moustapha Dieng et Salamata Ousmane Diallo, a travaillé d'arrache-pied pour contribuer à la réussite de ce grand événement auprès de Abdoulaye Fodé Ndione. Alors, l'équipe Seguima, qui s'était longuement préparée pour une couverture complète de cet événement, a été bloquée sur la route de Thiès par un incident dû à une panne de notre véhicule. Entre deux activités, nous n'avons pu participer qu'à une seule, à savoir la journée de sensibilisation organisée par l'INEFJA, Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles. Une journée de sensibilisation bien réussie. Nous avons fait le tour des réseaux sociaux et au vu des différentes publications sur la cérémonie d'ouverture du Philippe, nous pouvons dire que c'était une belle cérémonie, à la fin de laquelle les titres de livres sélectionnés, nominés pour les différents concours ont été proclamés. Alors, pour le prix Annette Mbaye d'Erneville, il y a Noir et Poésie de Yanoussou Zanou du Togo, Balade en 2 sur la Vénus du Sud de Khadifal Faye Diagne du Sénégal, Flamme éternelle de Etimakar de la Côte d'Ivoire. Pour le prix Cheikh Amadou Kane, il y a Je remercie la nuit de Véronique Tadjo de la Côte d'Ivoire, Électron libre de Magaye Touré du Sénégal et Elvis Natumba Mafouel du Congo, Kinshasa. Pour le prix Abdoulaye Racine Senghor, il y a Hold Up, La coupe ou la vie de Omar El Foutiyouba, La danse du démon de Papa Samba Badji et Ishama de Laurent Lubuli. Le Philippe a été également l'occasion de beaucoup de rencontres. Ainsi, des écrivains et autres agents du livre sont venus du Canada, de Belgique, du Congo RDC, de Luxembourg, de Côte d'Ivoire, de la France, de Djibouti, du Cameroun, du Gabon, du Mali, de la Mauritanie, en même temps que leurs homologues sénégalais, pour échanger leurs idées sur des thèmes aussi intéressants que littérature, une passerelle entre les peuples, intelligence artificielle et création littéraire, le livre, lieu de résistance et de liberté, littérature et mémoire collective, quelle critique pour la création littéraire, l'édition au Sud, une nécessité de s'affirmer, langue africaine et production littéraire, la littérature pour une quête d'identité, femmes, écriture et pouvoir, médias et livres, l'esthétique poétique dans la création littéraire, le genre littéraire s'impose-t-il à l'auteur et des récitals de poésie. Chers amis internautes, vous le voyez bien, le menu était bien garni. Alors, durant ces 4 jours, du 21 au 24 mai, des intellectuels venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique ont communié et échangé des idées souvent pertinentes dans une convivialité festive. Le Philippe, qui a commencé par une merveilleuse leçon inaugurale prononcée par le professeur Alpha Amadou-Sy, suivi du mot du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, représenté par M. Ibrahim Lo, directeur du livre et de la promotion de la lecture, qui a en même temps prononcé le discours de clôture après la proclamation du résultat des différents concours dont les lauréats sont l'Ivoirienne Véronique Tadjo pour le prix de la littérature chez Amadou Kane,
avec son roman Je remercie la nuit. La Sénégalaise Khady Fall Faye pour le prix de la poésie Annette Mbaye d'Erneville avec son ouvrage Balade en deux sur la Venise du Sud. Le Sénégalais Omar Al Foutiyou Ba pour le prix Abdoulaye Racine Senghor avec son roman Hold Up, la coupe ou la vie. Chers amis internautes, je précise que le jury a été présidé par l'éminent Dr Ndongo Mbaye. Alors, comme bonus, nous avons le plaisir de vous faire suivre l'un des panels que nous avons pu filmer grâce au concours du très serviable Babacar Kordio Ndiaye du magazine Sénégal Mag, que nous remercions infiniment. Chers amis internautes, voici la vidéo du panel Femmes, écriture et pouvoir, dont la modération a été assurée par Madame Annie Sané Collé. Quand ce n'est pas 7 ou 10, au moins 2. Et on parle d'écriture. Votre écriture a-t-elle évolué lorsque vous réfléchissez à votre posture de femme qui écrit pour des femmes ou pour tout le monde? Est-ce que depuis votre premier ouvrage jusqu'au dernier, vous avez senti un glissement, un changement? Si oui, pourquoi? Si oui, comment? Comment ce glissement s'est fait? Voilà ce que je vous donne comme piste, mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. Hein? Bravo, le micro. C'est un métier incroyablement beau. Moi, je n'écris pas pour les fous, je n'écris pas pour les autres. J'écris pour écrire, j'écris pour moi-même. Je rentre en moi et j'écris. Et souvent, les personnages, dans tous mes romans, la femme est très présente. Tout simplement parce qu'elle est très présente dans ma vie. Ma femme, mes soeurs, ma grand-mère, j'ai grandi aux côtés des femmes. Mon père était ailleurs, il a enseigné, je ne sais où. J'ai grandi avec mes femmes, mes tantes paternelles, mes tantes maternelles, mes amis et plus tard mes copines, mes femmes. J'ai toujours vécu des femmes. Mais je ne peux pas dire que j'écris pour un public particulier. Comme beaucoup d'écrivains, en fait, beaucoup d'écrivains vous diront, j'écris pour l'humanité. Non, c'est pas vrai, j'écris pour moi-même, c'est un acte égoïste. Et je me retrouve moi, et j'espère que se retrouveront d'autres personnes, d'autres hommes et d'autres femmes. Mais pardonnez-moi, moi, je ne donne pas un sens à mon écriture, je ne sais même pas pourquoi, ce que je signifie en écrivant. Je ne cherche rien d'autre que le plaisir d'écrire. Et je crois que le plaisir d'écrire, je crois qu'il n'a pas véritablement de sexe. Je crois. Je me positionne exactement sur la même longueur d'onde. Je n'ai jamais écrit pour une femme, pour un homme, pour un enfant, j'écris. J'écris parce que c'est un souffle, parce que c'est un besoin. Je n'écris pas parce que j'ai envie, j'écris parce que j'ai besoin d'écrire. Je n'écris pas pour un homme, pour une femme, mais je peux constater que parce que je suis femme, souvent, j'inspire les femmes. Souvent, j'aide les femmes à s'émanciper. Souvent, j'aide les femmes à dépasser leurs limites, à oser, à aller puiser en elles des horizons plus lointains, des possibilités plus grandes, plus vastes. Je n'écris pas pour les femmes, je n'écris pas pour les hommes, mais il m'arrive d'inspirer les hommes également. D'inspirer les hommes qui parviennent ainsi à mieux comprendre les femmes et à avoir une image de femmes peut-être plus globalisante, même si je n'ai pas trop ce terme, de femmes plus internationales, de femmes qui n'hésitent pas à prendre ses enfants sur le bras et à partir à l'autre bout de la planète parce qu'elle a juste envie de partir. Sans
sans autre raison. Une femme qui n'hésite pas à créer une boîte sans avoir aucun argent, aucun financement, simplement parce qu'elle a envie de créer une entreprise ou un projet. Une femme qui n'hésite pas à changer de métier tous les 3 ans parce qu'elle a envie de ça et qu'elle n'a pas besoin de se justifier pour changer de métier. Et c'est ainsi que j'ai dû faire une trentaine de métiers différents, diriger des organismes à but non lucratif au Canada, je crois qu'il y a des Canadiens ici, dans différents milieux. Et puis celui qui m'a plus accroché, c'était effectivement le monde des femmes. J'ai dirigé un certain nombre d'organismes pour la violence faite aux femmes, pour les femmes immigrantes, réfugiées, demandeuses d'asile, pour le leadership féminin. Et je dois dire qu'aujourd'hui, face à ces expériences, je suis devenue une femme beaucoup plus complète et surtout une femme qui, à travers son écriture, arrive à inspirer beaucoup plus parce que justement je touche beaucoup plus largement des femmes dans des milieux très éclectiques. Et ça, c'est vrai que c'est une puissance, mais c'est aussi de facto quelque chose qui a fait évoluer mon écriture. Avant d'aller au Canada, je n'avais jamais entendu parler de pensionnat indien. Je n'avais jamais entendu parler du peuple métis. Je n'avais jamais entendu parler de ce que c'était qu'un autochtone ou une Première Nation. Ça a imbibé ma poésie pendant des années, parce que c'était quelque chose qui résonnait en moi. Avant d'aller en Allemagne, je ne savais pas qu'il y avait le haut allemand et le bas allemand. Et je ne savais pas la différence entre ces subtilités qui ont fait que pour autant, il y a eu des peuples oppressés et opprimés en Allemagne. C'est des réalités qu'on ne lit pas dans les livres d'histoire, de même qu'on ne lit pas sur les pensionnats indiens et sur les réparations qui ont été faites. Et du coup, à force de voyager, de vivre dans le monde entier, de rencontrer des gens extrêmement différents, ça m'a permis d'embrasser un nombre de thématiques beaucoup plus larges et fatalement de toucher beaucoup plus de gens. Donc oui, mon écriture a énormément changé. Je me souviens que la première fois que j'ai été éditée, j'avais 18 ans et j'avais remporté le 2e ou 3e prix du concours des jeunes écrivains de France. J'avais écrit un conte pour enfants. Cette fois-ci, c'était vraiment pour enfants, qui était complètement dans le merveilleux, qui n'avait rien du tout à voir avec ce que j'écris aujourd'hui. Une femme d'être chère. J'aime les enfants, j'aime entretenir et semer des graines au niveau des enfants, mais de même que j'ai énormément de plaisir à écrire des témoignages, de même que j'ai récemment un livre sur le cancer du sein, parce que j'ai trouvé que c'était important de parler au Sénégal du cancer du sein. C'est une école que j'ai eue et qui m'a permis de me rendre compte à quel point il fallait libérer la parole. Et donc, c'est une thématique aussi qui a changé mon approche de parler de soi, parce que jamais je l'avais écrit littéralement sur moi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est urgent d'en parler, parce que les femmes au Sénégal souffrent beaucoup de cette parole qui n'est pas libérée. Et souvent, ça empêche qu'il y ait une sensibilisation, et donc ça amène à des conséquences très très graves. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Je reviendrai à toi, parce qu'on sent que ton écriture a un certain pouvoir sur les décisions qui sont prises à propos de tu as aidé. Je vais me tourner vers toi, Jojo. On parlait de métissage. Et donc, tu vis dans un pays où vous êtes tous métis, finalement. Et je ne sais pas ce que tu vas nous dire à propos de l'évolution de ton écriture, mais toi, tu ne peux pas en échapper. D'abord, lorsque j'ai commencé à écrire pour répondre aux questions qui n'avaient pas de réponse dans ce que je voyais, dans ce que je lisais.
j'ai commencé à poser beaucoup de questions, j'ai commencé donc à écrire sans savoir que ça aboutirait dans des mains, dans des oreilles d'autres personnes. Il se trouve que oui, moi j'écris pour des femmes. J'écris pour des femmes, j'écris pour des filles, j'écris pour ces enfants parce que je pense que tout part de l'enfance. Je veux faire partie de, ne serait-ce qu'un tout petit grain de sable pour édifier le pouvoir que l'on peut avoir dès l'enfance en termes de parole. J'écris pour les filles, oui, mais je n'écris pas pour les filles de manière exclusive. Les personnages féminins peuvent être pris par des petits garçons. Je prends pour exemple mon conte de Tipège. Tipège, c'est une petite fille, c'est un conte merveilleux qui finit bien pour Tipège, mais il y a plein d'autres enfants pour qui ça ne finit pas bien. Mais quand je raconte Tipège, d'abord c'est écrit, mais ça passe aussi à l'oral. Il y a plein de petits garçons qui veulent faire Tipège. Donc, c'est comme si la question de genre n'a plus d'importance. Et au fil du temps, on parle de lissage, mais mon imaginaire hybride à la fois de mon lieu de naissance, Haïti, le lieu où j'habite, Montréal, mais aussi tous ces lieux que j'ai traversés, on fait de sorte qu'il y a des sonorités, des onomatopées, des proverbes qui peuplent mon écriture. Et c'est un métissage au niveau technique, mais un métissage au niveau aussi des personnages et des dires. Il m'arrive par exemple de parler d'un personnage mythologique et dans la même phrase, je vais balancer Erzuli, déesse de l'amour, je balance en même temps Eros, je balance en même temps Manuata et je m'approprie ce droit-là d'aller chercher des personnages de mythologie diverses. Je me permets aussi cette mixité, non seulement des genres au niveau de l'imaginaire, mais au niveau des genres littéraires. Je peux passer d'un récit poétique, tu tournes la page, tu tombes dans un conte, tu tournes la page, c'est un récit, tu tournes la page, et lorsque tu as tout fini, tu dis « Ah, finalement ça a du sens !» Par la désobéissance, je dirais ce que je veux. On parle de l'évolution de ton écriture. À l'évolution de mon écriture. Alors, est-ce que je peux être consciente de l'évolution de mon écriture? Puisque moi, je suis un peu comme Béraud, j'écris par nécessité, et mon écriture est un accouchement de mes silences. Je dirais que tous les silences qui ont entouré ma vie, qui ont entouré mon enfance, sont une longue grossesse qui ont abouti à cet accouchement, qui sont les livres que j'ai commencé à écrire à un âge quand même relativement avancé. Là où les gens commencent à 20 ans, 25 ans, 30 ans, moi j'ai dû attendre la cinquantaine passée pour pouvoir enfin accoucher de cette parole qui est profondément transformatrice pour moi. J'ai découvert à travers l'écriture que tout ce qui m'étouffait, toutes les chaînes là que je sentais invisibles, qui me clouaient à terre, pouvaient en un éclat de plume s'envoler et me donner une espèce de liberté à laquelle je ne m'attendais absolument pas. D'autant plus que dans la culture dont je suis originaire, la culture Peul, le silence est d'or, surtout en ce qui concerne les femmes. Taisez-vous, ne parlez pas, et si vous parlez, parlez doucement. Mais moi, j'ai découvert le pouvoir de la scène et j'ai découvert le pouvoir de la parole, la puissance de la parole, à quel point la parole pouvait à la fois déconstruire, mais également me reconstruire, moi. Et à quel point elle était transformatrice. Quand j'ai découvert cette liberté-là, croyez-moi, je ne suis pas prête à la laisser m'échapper de nouveau. Et donc, c'est pour ça que lorsque je dis que je suis une révoltée, je ne l'ai pas toujours été. Au contraire, j'étais une fille très, très, très obéissante. Peut-être même trop. L'envie de faire plaisir à tout le monde. De jamais pouvoir dire non.
ne jamais pouvoir dire non. Je suis incapable de dire non, même jusqu'à aujourd'hui. Je suis incapable de dire non. Et du coup, je me mets des charges mais une cicatrice passée sur la feuille, je peux effacer tout ça et je peux me ce que je veux, comme je le veux. Bien sûr, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des écrits que je cache, qui ne sont pas encore visibles, parce que ma mère, à chaque fois que je lui montre un écrit, c'est elle qui me corrige en premier. Elle me dit, c'est pas possible, comment tu peux écrire une chose pareille? Je dis, mais maman, c'est pas des scènes de sexe, c'est pas des scènes... pour moi, c'est rien du tout. Elle me dit, ah non, nous sommes une famille amis noble, et chez nous, une femme ne s'exprime pas comme ça. Donc, voilà. Maman, je te passe le message. Mes prochains textes, tu ne les liras pas. Tu ne les liras pas, mais je sens que moi, ils vont libérer quelque chose en moi. Et je suis sûre et certaine qu'ils vont aider d'autres personnes, femmes et hommes, à dire qui ils sont, partir d'eux-mêmes, quoi. Oser partir de soi, ne plus se cacher derrière de gros rideaux fictionnels, alors qu'on ne parle jamais que de soi. Enfin, c'est ce que je pense. Et je pense aussi que mon écriture qui était un jaillissement, c'est pas pour rien que mon premier texte s'appelle Des cris sous la peau. Ils étaient affleurants, ils étaient là, à fleur de peau, mais ils n'osaient pas se dévoiler. Puis un jour, pouf, comme un volcan, un geyser, je sais pas, ils ont éclaté. Et à travers toutes ces histoires-là, je suis persuadée que c'est moi, je suis derrière chacun des personnages, des meilleurs aux plus cruels d'ailleurs, parce que je crois que nous ne sommes pas faits d'une seule patte et que nous sommes pluriels. Et voilà, pour le moment, c'est ce que je peux dire. Je pense évoluer. Je suis de plus en plus consciente de la manière dont j'écris, mais je n'ai pas trop envie de casser le charme, de ne pas savoir. Je préfère écrire comme je le sens, par nécessité, et ne pas trop me poser la question de savoir pour qui tu écris, pourquoi tu écris, etc. Il me suffit d'être à 3h du matin, de me réveiller et d'avoir un superbe texte dans la tête et de le coucher sur le papier, parce que j'écris encore à la main, je n'écris pas sur un clavier d'ordinateur, je suis incapable de faire ça, et de noircir des pages et des pages en sachant qu'un dixième seulement aura peut-être la chance de voir le jour. Et ma mère m'a dit un jour que quand j'étais petite, j'écrivais même sur les murs de ma chambre, j'écrivais partout. Donc je pense que j'ai toujours écrit, mais voilà. Merci. À vous entendre, on voit bien la pluralité des sources et des manières de faire, des manières d'écrire. Et c'est pour cela qu'on est ici, pour nous entendre les uns les autres et nous rassurer. Finalement, nous n'avons de compte à rendre à personne. Nous avons des conseils à nous donner les uns aux autres. Bon, c'est vrai que quand j'ai écrit mon histoire, je me suis gardé de montrer le manuscrit à mes proches, parce que c'était leur histoire. Quand c'est une autobiographie, c'est autre chose. Voilà. Et ça a duré 6 ans, ce jeu de cache-cache. Alors, aujourd'hui, femme et pouvoir. Pouvoir au pluriel. Nathalie, ton écriture est puissante parce qu'elle a du pouvoir. Elle a le pouvoir de changer les choses. J'avais commencé à en parler. Je ne sais pas si tu vas rester sur la même ligne, mais voilà. Quand j'ai vu l'intitulé du panel, j'étais un peu intriguée. Mon premier réflexe, c'était de dire
On aurait dû écrire puissance. Parce que la puissance me semble plus féminine que le pouvoir. Et puis après, je me suis demandé pourquoi on avait associé la femme, l'écriture, au pouvoir. Et en réfléchissant attentivement, je me suis dit qu'en fait, il y avait effectivement cette notion de pouvoir qui est pour moi beaucoup plus masculine, mais c'est l'effet induit de notre écriture. C'est peut-être pas l'objectif, mais c'est l'effet induit. Nous avons du pouvoir, et ce pouvoir, je l'ai souvent nié. Je n'ai pas écrit pour avoir du pouvoir, et j'ai pu constater qu'il y avait du pouvoir dans mon écriture, mais je ne l'ai pas fait pour avoir du pouvoir. C'était assez intéressant pour moi de découvrir justement, grâce à ce panel, que j'avais eu du pouvoir et que je continue à avoir du pouvoir, notamment en dénonçant des injustices. Et effectivement, quand on parle de femmes, on n'a pas besoin de gratter très longtemps pour trouver beaucoup de sources d'injustice. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère qui est et j'observe, du fait que je voyage beaucoup, je vis sur 3 continents à la fois, j'observe une régression au quotidien, une régression épouvantable. Dans le moindre fait, dans le moindre geste, dans le moindre panel, dans la moindre réunion, j'observe qu'il y a des régressions dans des choses qui étaient acquises il y a 15, 20, 30, 40 ans. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui doit être beaucoup plus guerrière, parce que sinon on va voir le sol se dérober sous nos pieds. Les femmes aujourd'hui ont besoin d'avoir du pouvoir, donc pourquoi leur droit, le droit de disposer de leur corps, le droit à la parole féminine, le droit d'exprimer leurs opinions, le droit d'exprimer leurs opinions, le droit de dire ce qu'elles ressentent, ce qu'elles veulent. Ça semble ridicule, pour moi ça semble ridicule, mais ces temps-ci, c'est en train de s'étioler. Donc aujourd'hui, il va falloir sérieusement que nous qui avons la chance d'être capables d'écrire et d'exprimer ce que nous observons, il va falloir vraiment qu'on soit beaucoup plus vigilante que nous, en tout cas en ce qui me concerne, je n'étais pas vigilante. J'écrivais parce que j'avais besoin d'écrire, et il y avait une puissance dans mon écriture. Aujourd'hui, mon écriture doit avoir du pouvoir. On est vraiment à un seuil aujourd'hui limite par rapport à la condition des femmes dans le monde entier. Dans le monde entier. Je l'observe en Amérique du Nord, je l'observe en Europe et je l'observe en Afrique. Je trouve ça très 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 dangereux. Je ne veux pas être pessimiste, je ne veux pas apporter une nombre d'angoisse, d'anxiété. Je suis une personne fondamentalement optimiste, mais je crois que sérieusement, il est temps de vraiment se mettre au travail. Mais tu n'es pas seule. Je vois que Anne Biden avait la même impression. T'as tout ça? La sociologue, quand même. Et elles sont en train d'en parler. Elles voient cette régression. Elles voient que les personnes pour lesquelles elles se sont battues, et surtout leurs filles, ne portent pas le même combat. Elles piétinent le peu de droits qu'elles ont pu arracher au monde. Alors, cette puissance dans l'écriture, quand tu l'as senti dès que tu as édité tes livres, tu peux bien nous en parler. Oui, j'ai senti tout de suite la puissance de mes livres, enfin la puissance de mon écriture. Oui, je peux en parler comme ça, même si j'ai du mal à dire la puissance. Il faut encore que j'évolue, que je progresse un peu dans ce domaine-là, de l'acceptation que ce que je peux écrire peut être lu et apprécié. Mais le mot pouvoir, moi je l'aime bien. Alors avec Samy Jacques, on a eu une toute petite discussion. Le premier jour, on a parlé de pouvoir. Et on me le dira. Il m'a dit, ouais, de toute façon, les femmes,
On a vu ce que ça donne aussi quand elles ont le pouvoir. Regarde Margaret Thatcher. Ah ben, dis donc. Puis, sur le coup, bon, Samy, il exerce toujours un espèce de... Parce que quand je le lis, je me dis, mais c'est un esprit tellement brillant qu'il doit avoir raison. Puis quand je suis rentrée chez moi, ça m'a habité quand même, et je me suis dit, non, c'est pas possible. Il ne peut pas prendre un exemple. Et avec tous les dictateurs qui ont existé là, on prend juste un exemple de femme pour dire que, ouais, de toute façon, vous êtes disqualifiés. Et alors, à ce moment-là, j'ai eu le souvenir d'un texte que j'ai lu, un texte de Mona Chollet, que vous connaissez forcément, et je suis allée, j'ai photocopié la page de Mona Chollet, que je vous propose de vous lire une minute. Je peux? Beaucoup de défauts traditionnellement attribués aux femmes peuvent être interprétés comme des attitudes ou des stratégies que leur position de dominer les a fortement poussées à adopter. On les prive de tout pouvoir, puis on les accuse d'en être assoiffés. On les écrase, puis on les décrit comme sournoises et manipulatrices. On leur inflige toutes sortes d'injustices, puis on les trouve émotives, géniales, hystériques, colériques, menaçantes, violentes. On les oblige à exister socialement par leur beauté et leur fraîcheur, qualité essentielle sur le marché matrimonial. Puis on stigmatise leur narcissisme, leur frivolité, leur vanité. On les met constamment en concurrence les unes avec les autres, puis on les présente comme foncièrement jalouses, mesquines, médisantes. Elles ne sont jamais assez effacées. On les asservit aux besoins des autres, puis on se désole de leur égoïsme incurable. On les réduit au silence, puis on se plaint de leur bavardage incessant. Enfin, on les blâme pour des agissements dont elles sont les victimes. On les harcèle, on les agresse sexuellement, on les viole, puis on prétend qu'elles sont aguicheuses, lubriques, débauchées. Et je vous laisse le reste, je ne vais pas dire tout le reste. Mais enfin, je sais maintenant pourquoi j'ai adoré ce texte de Mona Chollet. Et d'ailleurs, tous les textes qu'elle a écrits, Sorcière, et il y en a plein d'autres. Hein. Je n'ai pas tous les titres en tête, mais c'est ce passage-là qui m'avait frappé et qui était pour moi une réponse que je n'ai pas su avoir sur le moment. Face à ce qu'a dit Samy, mais je pense que Samy m'a provoqué un peu. Il répondra lui-même. Et j'ai oublié la question que tu m'as posée d'ailleurs. Non, mais c'est très bien comme ça. Bon, c'est parfait. C'est déjà parfait ce que tu nous as répondu. Et alors? Le fait même d'écrire est un pouvoir. Le fait même d'écrire en son nom est un pouvoir, parce que lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on n'écrit pas en son propre nom, d'autres le font à notre place. Et du coup, ça peut être faux, ça peut être à peu près, ça peut être exactement l'inverse. Et si on ne prend pas la parole, si on ne prend pas la plume pour écrire, eh bien on reste avec ce mensonge sur notre dos, sur ce que nous sommes individuellement et au niveau de la collectivité. Donc écrire, quel que soit ce que l'on écrit, est un pouvoir. Écrire au féminin, pour femmes, par femmes, avec femmes, au nom des femmes, avec les femmes qui nous ont précédées, et même les non-femmes qui nous ont précédées, et que tous ces êtres-là qui font partie de nous nourrissent notre écriture, nourrissent notre arme d'écriture, fait que c'est une forme de pouvoir pour faire partie de cette île terrestre, pour faire partie de cette île humanitaire, pour faire partie de l'humanité. Écrire, c'est un statement. Comment on dit statement? C'est une parole, c'est un dire, c'est un apostrophe. Voilà, juste écrire. Merci. En tout cas, la manière que vous nous exposez là, c'est la manière la plus forte. Vous êtes décidé à écrire pour faire entendre vos voix. Et déjà ça, c'est participer à la marche du monde, n'est-ce pas?
et le pouvoir. Femme et pouvoir. Dans vos livres, à vous, Tarek. Je devrais dire que je commencerai à dire que c'est la première fois que je participe à un débat et où je ne suis pas du tout pressé de parler, où je préférerais que les autres continuent à parler, tellement c'était bien et tellement j'ai aimé ce que vous dites. Le pouvoir des femmes dans le livre, c'est souvent, malheureusement, le pouvoir qu'ont des femmes dans ma société. Ça veut dire pas beaucoup, ou rien du tout. Ça veut dire, mais dans mes romans, des femmes ont un pouvoir extraordinaire. Celui de dire non, celui de refuser, et celui souvent d'aller au loin, de partir, de quitter le campement. Dans un premier roman, une femme à laquelle on a refusé le droit d'avoir un enfant qui n'est pas né dans ce qu'on appelle la légalité, a choisi de fuir. Et en fouillant, elle a volé le tambour de la tribu. Le tambour de la tribu, c'est le sceptre, c'est celui qui donne, c'est la fierté de la tribu, c'est le drapeau. Et il est planté devant la maison du chef. Et il est planté haut, ça veut dire sur des épieux hauts, pour que personne ne considère sacré. Et des personnes, seulement des personnes précises, une fraction de tribus précises, sont autorisées à le toucher. Celui qui n'est pas de cette famille-là n'a pas le droit de toucher. Ce n'est pas une famille noble, mais c'est une famille qui donne la baraka en le touchant à la famille émirale. Ça veut dire que c'est tellement important. Et elle a volé pour les insulter. Et elle est partie. Et bien sûr, toute la tribu est allée à sa recherche, les hommes de la tribu. Donc, je vois souvent des femmes comme des... dans mon roman, par exemple, ce sont des femmes qui refusent, ce sont des hommes qui sont des réacs, ce sont des hommes qui sont des moins que rien, quoi. Je ne sais pas, mais j'ai toujours été obnubilé par les femmes fortes. Parce que dans mon entourage, dans mon enfance, il y avait des femmes fortes. Ma grand-mère et ma mère qui étaient des femmes très fortes et très influentes. Je vous remercie. Voilà. En tout cas, nous avons appris que l'écriture se fait dans l'isolement le plus total et de manière égoïste parfois. Nous ne devons pas en rougir. Nous avons appris que ces écritures-là sont irriguées par d'autres écritures et par d'autres écrivains. Nous savons désormais, nous le savions, mais nous ne voulions pas le dire tout haut, nous savons à présent que l'écriture est une forme de pouvoir. Alors exerçons ce pouvoir pour le bien de l'humanité. Je m'en vais donner la parole à quelqu'un dans la salle qui voudra bien la prendre. Une personne. Je peux dire un mot? Oui, juste après elle. Oui, je te l'accorde tout de suite. Oui, je sais. Je vais retarder le moment de la réponse en disant à Beyrouth que ça y est, je comprends pourquoi. J'ai écrit une histoire qui s'appelle Seynabou la Mauresque. Je sais pourquoi maintenant. Et Seynabou est une femme libre. Malheureusement, son histoire se termine tragiquement. Alors, c'est pas un texte que j'ai déjà publié. Il est écrit, il va probablement trouver un éditeur un jour. Mais je me demandais pourquoi cette histoire m'a habitée, m'a obsédée. Et je sais que c'est parce que j'ai lu Le Tambour des larmes. Là, en t'entendant en parler, je me dis, voilà, tu vois l'intertextualité que j'en prends juste conscience là aujourd'hui, parce que ton texte m'avait tellement fasciné. Je l'ai fait lire, je crois, à tout Dakar. Je l'ai prêté et je ne sais même plus où il est maintenant, parce qu'il est entre les mains de quelqu'un. Et voilà. Oui. Non, moi je le prends parce que bon,
dans la discussion, c'est pas pour que tu l'exposes. J'étais présent, je crois. Mais oui, J'étais présent. c'est pas que je provoquais, mais je n'avais pas dit exactement ce que toi tu dis pour me provoquer. C'était celui-là, qui disait une chose terrible. Le monde sera. Qui illustre ce qu'on a dit à cette table. Il s'agit d'un témoignage, d'un extrait d'un journal livre français. C'est un livre que j'ai écrit en une journée à New York, suite à mon retard de vol. Chers amis internautes de Seguima Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Ainsi s'achève le premier numéro de votre émission Écho littéraire panafricain. Merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah, pour de nouvelles émissions sur les activités littéraires panafricaines. Chers amis internautes de Seguima Vision Multimédia, la chaîne 100% littérature. Ainsi s'achève le premier numéro de votre émission Écho littéraire panafricain. Merci beaucoup et à la prochaine fois, Inch'Allah, pour de nouvelles émissions sur les activités littéraires panafricaines.